Alors, nous avons avec nous en ligne Maître Olivier Delas. Maître Delas est professeur, avocat, professeur titulaire en droit international et européen, titulaire de la chaire Jean Monnet en intégration européenne de l'Université Laval. Bon après-midi, professeur Delas. Bon après-midi à vous. Ça va bien? Ça va très bien, monsieur Pierre. Oui, alors regardons cette réélection d'Emmanuel Macron. On parle d'une France qui se retrouve peut-être au centre de la droite ou vraiment au centre de l'extrême droite et ou la gauche extrême. On ne sait plus très bien où se situe votre France, professeur Delas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui le sachent. On a une photo issue de la campagne, des résultats de l'élection présidentielle, mais je pense qu'on aura, je dirais, pour l'instant, on a un négatif, on aura peut-être quelque chose de plus perçant au mois de juin avec les élections législatives, parce qu'effectivement, on a, ce qu'il faut retenir de cette élection, c'est les plus hauts scores pratiquement de toute l'histoire de l'extrême droite, même si jamais le Rassemblement national n'aime pas ce nom-là. Parallèlement, Monsieur Macron, qui a quand même une victoire certaine, mais un premier tour qui montre carrément trois blocs, c'est-à-dire le bloc incarné par la France insoumise, Monsieur Mélenchon, qui draine aussi chez lui probablement des candidats, des électeurs écologistes, des anciens du Parti socialiste, probablement aussi peut-être des électeurs communistes. Donc c'est une, je dirais, c'est ce qu'on appelle la gauche extrême, mais c'est une gauche un peu plus poussée que ce que nous avions l'habitude de connaître. Monsieur Macron qui a résolument ancré un parti au centre en 2017 et qui s'est employé, je dirais, au fil de son mandat, un peu à essayer de rogner ou d'aller chercher un électorat plus à droite, provoquant d'une certaine manière l'effondrement du parti traditionnel de droite, le parti des Républicains, comme il avait en définitive laminé le Parti socialiste qui, au vu des résultats de Madame Hidalgo en 2022, est complètement disparu de l'échiquier. Alors bien évidemment, ce vote-là, que l'on voit, encore une fois, lorsque nous aurons des résultats des élections législatives, on aura une... Car effectivement, Monsieur Macron va devoir aller chercher une majorité pour pouvoir gouverner, placer un ministre qu'il choisit et ne pas subir, je dirais, une espèce de cohabitation en quelque sorte. Donc, on l'a bien vu dans son discours hier au soir à Paris, il a tendu la main à la gauche, à l'électorat de Monsieur Mélenchon, proposant des nouvelles méthodes, ralentissant ses propos, les nuançant sur la retraite déjà entre les deux tours. Donc je pense que c'est de ce côté-là, il va aller essayer d'aller chercher des voix à gauche, ça lui est indispensable. Peut-être qu'un électorat qui l'avait en 2017 et qui a préféré se diriger vers la France insoumise, il doit devoir aller récupérer ses voix sans perdre celle qu'il a à droite, ou peut-être en récupérer s'il veut espérer pouvoir nommer un Premier ministre qui gouverne. Il a également proposé une autre méthode, plus inclusive, nous a-t-il dit, mais on en sait encore pas beaucoup plus sur cette méthode qu'il propose. Évidemment, professeur, on a vu le monde occidental. Je parle des dirigeants occidentaux qui ont tous ou presque tous supporté l'élection d'Emmanuel Macron. On sait que Marine Le Pen n'est pas en odeur de sainteté avec l'Union européenne. Que signifie cette réélection pour l'Union européenne d'abord? Vous le dites vous-même, elle est hostile à l'Union européenne. Elle est députée, elle a été députée ou elle est députée européenne, mais elle fait partie de ce qu'on appelle ces eurosceptiques, ou ces gens qui sont élus au Parlement européen, mais qui sont contre les institutions européennes. Elle a expliqué dans le débat qu'elle voyait qu'il y avait des projets européens, qu'elle était européenne,
mais qu'elle en avait contre à l'Union européenne. Alors elle a donné l'exemple d'Airbus, qui est fait en dehors de l'Union européenne. Donc il est clair que on comprend bien que la présidente de la Commission était heureuse de manifester qu'il pourrait y avoir une poursuite des projets européens. Monsieur Macron, dès 2017, avait fait son entrée sur le parvis du Louvre, tel qu'il l'a fait hier soir en 2022, au son de l'Ode à la joie de Beethoven, qui est l'hymne européen, qui est l'hymne du Conseil de l'Europe, mais bien sûr de l'hymne de l'Union européenne également, ce qui est tout un symbole. On sait que il est un tenant de ce que l'on appelle plus de souveraineté européenne, plus de renforcement. Il est bien évident que la guerre en Ukraine a apporté de l'eau à son moulin et que les dirigeants européens, on l'a vu les chanceliers allemands également réagir, sont rassurés par rapport à, je dirais, une autre candidate qui est au-delà de l'eurosceptisme et qui fait partie, je dirais, d'une certaine mouvance en Europe, avec des partis qui sont à la tête de certains États qui sont contre cette Europe et les institutions européennes. On n'a qu'à passer, par exemple, à la Hongrie avec M. Orban ou encore la Pologne. Qui a fort à couture. Professeur, cette réélection a aussi une signification pour les Ukrainiens, pour Volodymyr Zelensky. C'est un allié de l'Ukraine dans cette guerre contre, je parle de la France, de Macron, contre Poutine. Écoutez, vous avez dit que Mme Le Pen était anti-Union européenne, mais on pourrait également dire qu'elle est anti-OTAN. Elle a manifesté à plusieurs reprises, elle était anti-OTAN, elle avait trouvé, je dirais, comme l'autre candidat de la mouvance d'extrême droite, Éric Zemmour, a trouvé des raisons dans ce que faisait M. Poutine autrefois, donc des liens. Et de là, effectivement, vous avez vu immédiatement la réaction de M. Joe Biden. Ça rassure également les partenaires de l'OTAN, mais il faut bien comprendre pour les électeurs que la plupart des États de l'OTAN sont également des États de l'Union européenne. Donc ça rassure notamment les pays de l'Est qui se retrouvent en première ligne face puisqu'ils ont des frontières avec l'Ukraine, ou qu'ils craignent des agissements russes. Je pense par exemple aux États baltes, parce qu'il y a une enclave, l'enclave de Kaliningrad, qui est une enclave russe, d'autres États. Il est bien évident que de voir arriver une présidence qui ne remet pas en cause l'OTAN. On sait bien sûr que M. Macron avait défayé la chronique en disant que l'OTAN était en mort cérébrale. Mais la guerre en Ukraine a donné, je dirais, un coup électrique, un choc électrique qui a réveillé son OTAN, montré toute son utilité. La France est en première ligne. Elle a des troupes en Roumanie, comme il y a d'autres troupes qui sont placées au pourtour des États de l'Union européenne. Et effectivement, on a bien vu que M. Macron était un soutien à M. Zelensky. Il y a eu quelques petites accrochages, à savoir une qualification de génocide ou non. Et M. Zelensky, à mon avis, lui aussi doit se féliciter de ne pas avoir arrivé à la tête de la présidence française quelqu'un qui, jusqu'à une période je dirais pas si éloigné, était pro-Poutine. Évidemment, l'extrême droite a atteint le pic des voix qu'elle pourrait atteindre avec Marine Le Pen, mais après toutes ces élections, c'est déjà beaucoup d'élections auxquelles Marine Le Pen a participé, ne pas vouloir lancer la serviette ou alors passer la main à une nouvelle génération, c'est comme chanter la chanson, si la première fois tu ne réussis pas, il faut essayer peut-être une 10e, une 12e fois, je ne le sais pas. Est-ce qu'elle a encore un avenir politique? Parce que je pense qu'elle a grapigné le maximum qu'elle pouvait avec tous ces refus d'être soumise, d'être, je ne sais pas, d'être européenne, d'être dans l'Union européenne. Est-ce qu'elle a un avenir en politique encore, selon vous? Alors, c'est dur à dire. Là également, je pense que si elle fait un bon chiffre, qui n'est pas du tout assuré, aux élections législatives, ça lui donnera le vent en poupe.
il y a toujours des gens qui sont là pour vous dire que vous avez bien fait et que vous feriez bien de passer la main. Il y a quelques semaines, vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit que ces jours étaient comptés. On voyait un Zemmour qui montait, suivi d'ailleurs d'une candidate d'extrême droite que regardent beaucoup les commentateurs, qui est Madame Marion Maréchal Le Pen, donc qui est la nièce de Madame Le Pen. En fait, ce qui prête pour l'instant... entre guillemets, professeur, permettez-moi, c'est un parti quand même tordu ou parti maudit. C'est le père, la fille qui était en contradiction avec son père, c'est maintenant la nièce en contradiction avec sa tante. C'est difficile à suivre. C'est un parti effectivement de famille, c'est difficile. Je pense qu'il y a des lignes de fracture plus importantes qu'on veut les voir. Notamment entre la nièce et la tante. La nièce est d'une mouvance très pratiquante, très ultra catholique, hein, et ce que n'est absolument pas la nièce. Donc, au-delà du conflit familial, il y a des conflits plus profonds. Mais le résultat est, et je vous ai dit, je ne vous aurais pas dit la même chose il y a quelques semaines, c'est que la mouvance que tout le monde mettait sur la map, Monsieur Zemmour, s'est effondrée, c'est-à-dire ça s'est dégonflé comme un ballon de baudruche à 7% au premier tour, et donc ça, on l'a bien vu hier soir, un petit peu péroré en appelant une alliance de droite, mais c'est vrai qu'il s'est fait répondre par certains leaders, mais quelle légitimité a-t-il à le faire ? Si vous voulez. Donc là, ça donne du vent en poupe à Madame Le Pen. Deuxièmement, il faut savoir que cette mouvance qui était présentée comme plus radicale que le Rassemblement national, qui depuis que Madame Le Pen en a pris la tête, essaie autant que faire se peut de faire oublier son passé, c'est-à-dire le Front National, et de se présenter comme un parti normal. Mais on a vu le discours très radical sur certains points de Monsieur Zemmour, ce qui fait que ça donnait une certaine, entre guillemets, pour certaines personnes, bien évidemment, loin de dire que c'était pour tous, une certaine normalité des thèses que défend Madame Le Pen, ou acceptabilité. Vous comprenez que si vous mettez quelqu'un de plus extrême que la personne qui jadis était à l'extrême, celle-ci, de facto, se retrouve moins extrémiste. Alors tout ça pour dire qu'elle a le vent, si vous voulez, elle est au vent, et si elle juge que elle veut continuer, elle a les cartes pour l'instant. Encore une fois, les élections législatives nous diront si elle va avoir d'autres atouts dans son jeu, à savoir une forte représentation. Et ce n'est pas un scrutin proportionnel en France. Donc c'est pas évident qu'elle ait une si forte présence. Et puis, généralement, les Français donnent toujours une prime législative à leur président. Il faut être cohérent. Alors on verra si tel est le cas. Ce n'est pas certain. En tout cas, il y a une chose aussi qui peut dire à Madame Le Pen qu'elle peut encore se permettre de rester, c'est qu'en France, Monsieur Mélenchon commence à vieillir, le tout respectueusement soumis, et Monsieur Macron ne pourra pas se représenter. Alors donc, il aura fait de mandat. Donc moi, je pense que les cartes sont dans ce jeu pour l'instant, et si elle veut, pour l'instant, elle peut se le permettre. On verra au mois de juin si jamais l'avenir politique lui donne quelques atouts supplémentaires avec quelques députés ou une masse de députés à l'Assemblée nationale. Mais il est bien évident que on va assister à une campagne électorale. Quand Monsieur Mélenchon dit qu'il y a un troisième tour, il n'a pas nécessairement tort. Olivier Delas, avocat, professeur titulaire droit international et européen, titulaire de la chaire Jean Monnet en intégration européenne de l'Université Laval, directeur du Cercle européen à la faculté de droit, membre également du Centre du droit international et transnational. Alors, j'arrête ici pour dire merci à Monsieur Olivier Delas. Merci d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.